confiance, c'est croire en soi. La confiance, c'est se refaire croire qu'on peut faire des choses, se faire croire à soi qu'on peut faire des choses. Ce qui vous permet de faire prendre conscience à l'autre qui peut croire en vous. Je crois que le vrai problème, c'est ça, c'est la réflexivité de la confiance. Je te fais confiance parce que tu fais confiance dans le nouveau moi que je suis. C'est-à-dire que mon moi a été changé par la chimio, par la radiothérapie, par la chirurgie, par la fatigue, par la souffrance, par le retour d'expériences difficiles de mon corps sur mon âme, et ce qui a amené mon corps et mon âme à plus faire confiance l'un à l'autre. Et comme je me fais plus confiance, les autres me font plus confiance, puisque j'ai plus d'unité du corps et de l'esprit. Donc on va essayer de recréer l'unité du corps et de l'esprit pour recréer de la confiance, et renaître, et que l'autre s'aperçoive qu'on est de nouveau là, et qu'on peut de nouveau exister, et qu'on peut de nouveau intervenir dans la vie de la société. Le plus souvent, le problème, c'est qu'il n'y a plus de travail, parce que les autres vous font plus confiance. Si vous êtes une femme, votre mari, souvent, il n'est pas là. Si vous êtes un homme, c'est plus une femme que vous avez, c'est maman. C'est ce que moi j'appelle les poissons pilotes. Et brusquement, c'est de retrouver l'égalité symétrique dans la discussion. C'est-à-dire que je suis de nouveau, moi, je peux de nouveau agir sur mon moi et sur le moi de la société et sur la façon dont les autres me voient. Je me retrouve, je renais, et je renais dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Il n'est pas comme avant. Je ne suis pas revenu comme j'étais avant. Je suis devenu mieux, je suis devenu différent. Il faut que je me fasse reconnaître par les autres comme quelqu'un de différent, mais qui existe toujours. Et pas comme quelqu'un d'inférieur. Je retrouve mon travail, je retrouve mon corps, je retrouve ma sexualité, je retrouve mon empathie dans la société, je retrouve ma place, dans mon moi et dans le soi des autres. La dimension spirituelle, elle est fondamentale dans le processus d'acceptation des soins. Si vous n'avez plus de spiritualité, plus de confiance en vous, le soin, il est subi. Le soin, il ne doit pas être subi, le soin, il doit être pris, accepté, pris en compte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un tissu subissant un traitement, vous n'êtes pas un cancer. Vous êtes un être humain, souffrant, de façon transitoire, ou peut-être définitive, mais au moins en ayant envie de se battre. Si vous avez plus de spiritualité, plus de confiance en vous, que ce soit une spiritualité de Dieu, que ce soit une spiritualité de votre confiance en vous, ça n'a pas d'importance. Il faut que vous ayez envie. Alors spiritualité, oui, et peut-être envie encore plus. Alors le corps peut soigner le corps, ça c'est clair. Alors c'est évident, quand vous êtes fatigué, l'activité physique est le seul traitement de la fatigue. Actuellement en cancérologie, on vient de finir un gros travail avec le docteur Pavik dans le cadre de l'AFSOS et dans le cadre du groupe de Saint-Paul-de-Vence. Le seul traitement de la fatigue du patient cancéreux, c'est l'activité physique. Et maintenant, on sait pourquoi. Parce qu'en fait, tous les traitements attaquent l'ADN. Alors l'ADN, il y en a dans le noyau, mais il y en a aussi dans les mitochondries. Alors la mitochondrie, c'est la zone de production de l'énergie. Donc si vous donnez une mitochondrie qui fonctionne mieux, vous êtes moins fatigué. Donc on est vraiment sur une logique. Donc on arrive à expliquer scientifiquement une évidence de ce que nous disent les patients. L'activité physique, c'est le traitement qui me permet de réduire d'un tiers toutes mes échelles de fatigue. En méta-analyse, c'est-à-dire quand on regroupe toutes les données, c'est évident. Donc oui, le corps peut traiter la fatigue. Mais la deuxième chose, c'est que le corps peut aider à guérir. Parce que si vous avez une activité physique régulière, on s'est aperçu qu'on diminue de 50% la probabilité de rechute des cancers du sein, des cancers du côlon, des cancers de la prostate. C'est 50% en moins, c'est énorme. Donc ça veut dire 6% de guérison en plus. Et maintenant, on sait pourquoi. C'est quelque chose qu'on a observé dans les années 90-2000 et dans les années fin des années 2000, on comprend. En fait, quand vous avez une activité physique régulière, vous changez l'insuline, vous changez les estrogènes, vous changez les hormones des tissus graisseux. Or, c'est cela qui donne un allant aux cellules cancéreuses. Donc, si vous faites une activité physique, non seulement vous corrigez le corps de la fatigue, mais vous corrigez aussi le corps de la rechute. Donc, oui. Et puis, troisièmement, il ne faut pas oublier que ça donne quand même beaucoup de plaisir sur le plan psychique. Alors, ça a été la question fondamentale parce qu'il y a 20 ans, avant qu'on fasse tous ensemble tout ce travail, les médecins disaient aux malades, vous avez un cancer, reposez-vous. C'était le dialogue, c'était le discours. Dans le dialogue, c'était doucement. Au contraire, premièrement, le fait d'avoir un développement de votre circulation cardiovasculaire ne va pas du tout favoriser la multiplication des cellules cancéreuses, bien au contraire. D'ailleurs, sur le plan purement biologique, les cellules cancéreuses, elles n'aiment pas trop l'oxygène. Deuxièmement, si vous avez un développement de vos fonctions cardio-respiratoires, vous favorisez la tolérance de l'ensemble des traitements. Donc vous favorisez
ce qu'on appelle la dose intensité, c'est-à-dire la capacité d'accepter un certain nombre de traitements plus lourds. Enfin, vous êtes moins fatigué, donc vous vous sentez plus apte à assumer la maladie. Et puis, comme vous avez une activité physique, vous baissez tous les facteurs de croissance des cellules cancéreuses. Donc, bien au contraire, il n'y a aucun danger, il n'y a pas de complications, sauf bien sûr des évidences. Si vous avez une métastase osseuse qui risque de se fracturer, doucement, pas d'effort violent de charge sur cet os. Si vous avez une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire, pas évidemment d'épuisement. L'objectif, c'est d'augmenter le débit cardiaque, d'augmenter les capacités respiratoires en fonction des capacités initiales. On ne demande pas aux gens de faire un marathon ou de faire un 100 mètres en 11 secondes. On va leur demander d'augmenter tout doucement leur capacité. Donc moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est marcher rapidement, mais au seuil de l'essoufflement. C'est-à-dire ne venez pas essouffler. Et si vous faites ça, si vous avez une activité physique régulière, soutenue, bien dirigée par un enseignant formé à ça, dans un lieu protégé, et la notion d'enseignant formé est fondamentale, il n'y a aucun danger, aucune contre-indication. On disait aux gens, quand vous avez un gros bras dans un cancer du sein, portez pas. On a plein de données, en particulier des essais publiés dans des grandes revues anglo-saxonnes type New England, que même si vous avez un gros bras, si vous faites de l'haltérophilie, vous avez moins de complications du gros bras. Vous voyez que cette vieille notion de surtout porter pas. Alors, bien sûr, il ne faut pas porter des charges très lourdes qui étendent tout le creux axillaire pour ne pas favoriser le lymphodème. Mais si vous avez des efforts normaux dans la vie quotidienne, vous n'avez aucune raison. Le seul intérêt, c'est que vous n'aurez au moins pas une épaule bloquée, parce que vous aurez pu bouger l'épaule. Le docteur, il m'a dit de plus bouger l'épaule, mais je te sens, je ne peux plus la bouger. Dommage. C'est fondamental. Si vous voulez exister, vous devez exister dans toute votre composante. Composante d'activité physique, le plaisir, il est évident, c'est les endorphines. On l'a tous fait quand on est fatigué. Le soir même, on se sent mieux, une espèce de libération qui sont simplement des libérations de morphine équivalentes au niveau du système nerveux central, c'est ce qu'on appelle les endorphines. Mais aussi la reconnaissance du corps, la reconnaissance de la reconquête. Il est très important pour un patient d'avoir une activité sexuelle, quand elle est possible, la plus régulière possible. C'est la confiance, c'est la notion de je retrouve ma confiance, je retrouve ma vie, je retrouve mon entité dans mon échange. Le premier échange, c'est dans votre couple. Si vous n'avez plus de sexualité, si vous êtes une femme et parce que vous avez une chirurgie du sein, vous avez peur, il faut que le regard de l'homme soit un peu acceptable et il faut qu'il soit encourageant. Si vous êtes un homme et si vous avez peur d'avoir une défaillance, parce que vous avez une chirurgie de prostate, parce que vous avez une chirurgie qui intéresse le pelvis, parce que vous êtes fatigué par une chimio et une radiothérapie, nos épouses et nos compagnes sont beaucoup plus à même d'accepter ça que l'homme vis-à-vis de la femme. Mais c'est fondamental. L'activité sexuelle, c'est une des façons de reconquérir la confiance en soi. L'homme est homme dans sa globalité, la femme est femme dans sa globalité. Alors c'est l'immense problème de l'activité physique adaptée. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire à un patient, allez faire de l'activité physique, ça va changer votre fatigue, ça va augmenter vos chances de guérison, ça va vous permettre de vous reconquérir. Si vous l'envoyez dans une salle standard, si c'est une jeune femme, elle a le t-shirt Adidas qu'elle avait au passage du bac, le pantalon Adidas du passage du bac, elle a pris 15 kilos, il lui manque un sein, elle a une colostomie, elle se retrouve à côté de 15 jeunes femmes superbes avec des tutus fluo qui font grand écart, elle ira une fois, pas deux. Là, le regard de l'autre sera excessivement déstabilisant puisque c'est un regard de rejet, pas un regard d'acceptation. Pareil, si vous êtes un homme, si vous vous retrouvez avec un monsieur qui est en pleine forme, bodybuildé, ça va mal se passer. Donc il faut un groupe, oui, pour entretenir, je dirais, l'énergie collective et la volonté de se dépasser, mais un groupe constitué avant tout par des patients, dans un endroit protégé du regard des autres. Il ne faut pas que les autres puissent venir vous juger alors que vous êtes en difficulté. Quand tout ira bien, vous pourrez. Et avec un éducateur physique ou un éducateur sportif adapté, formé à la pathologie cancéreuse. Pas question d'envoyer les patients dans n'importe quel club de sport où ils vont faire n'importe quoi et ça va très mal se passer. Il faut que l'enseignant sache ce qu'il va lui dire, ce qu'il faut dire au patient, juger les éventualités des séquelles du traitement, là où il peut aller et ce qu'il peut devenir. Mais surtout pas dire de bêtises. Non, parce que l'objectif du corps, l'objectif de l'activité physique, derrière tout ça, le corps, il n'y a pas beaucoup d'importance, c'est l'unité du corps et de l'esprit. C'est ça la vraie base. D'aller simplement reconquérir 3 muscles, ça n'a aucun intérêt. Ce que vous avez besoin, c'est de reconquérir la confiance dans l'autre. Et la confiance dans l'autre, c'est un échange. Alors le premier échange, il est physique. Parce qu'en effet, en psycho-oncologie, souvent les échanges verbaux sont difficiles, juste après, parce que les gens vont avoir du mal un peu à vocaliser leur souffrance, vocaliser leur peur, vocaliser leur fatigue, c'est difficile. Donc ils vont l'exprimer, le symboliser par un échange physique. Je vais faire un exercice physique, par exemple, nous en karaté, c'est très simple. Je vais te frapper et tu vas me faire confiance que tu sais que je vais contrôler mon coup. Et moi, je te fais confiance que je sais que tu vas bloquer sans violence.
Et donc, je vais rééchanger. Une fois que j'aurai échangé avec toi sur le plan symbolique, physique, je pourrai rééchanger avec toi sur le plan de la parole. Et donc, parole et corps sont la même donnée. L'objectif, c'est pas de reconstruire le corps, c'est de reconquérir la socialisation du patient, donc dans son corps, dans sa gestuelle, dans ses capacités physiques et dans ses capacités de confiance dans sa parole. Alors, sur toutes les études scientifiques, le vrai problème, c'est que c'est passé au travers d'un screening très scientifique. Donc, on est resté pour l'instant basé sur activité physique, intensité de cette activité physique, impact sur la fatigue, impact sur la survie, impact sur la qualité de vie. Les choses sont très simples. Quoi que vous fassiez, quel que soit le sport que vous choisissiez, ce qui compte, c'est que vous ayez une dépense d'énergie un petit peu intense. Pour être très simple, 1 heure de marche 3 fois par semaine, ça marche très bien. Et là, on sait que vous changez votre fatigue. On a plein d'essais qui prouvent que ça change la survie. Sur les cancers du sein, actuellement, il y a 5 essais publiés. Dans les cancers de prostate, il y a un essai qui vient d'être publié. Dans les cancers du côlon, il y a 3 essais. Ces essais sont publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture international très, très crédibles. Et on a maintenant une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a regroupé tous ces essais, en particulier dans le cancer du sein. Et de façon très simple, la notion qu'il faut retenir tous, c'est que si vous avez un cancer du sein, si vous avez un cancer du côlon, vous changez de 50% les chances de rechute si vous avez une activité physique. Il y a plein de données qui sont regroupées actuellement sur l'AFSOS, l'Association française des soins de support, et sur le site de la CAMI, c'est le site CAMI, site de l'association de sport et cancer, qui est une association très ancienne qui existe depuis la fin des années 90. Donc on a l'activité physique, sur la fatigue, on a la survie avec des essais scientifiques très puissants, et on a maintenant des essais scientifiques qui prouvent que si vous faites une activité physique, vous changez tous les paramètres, insuline, estrogène et sécrétion des hormones, de façon très scientifique. C'est-à-dire que vous prenez un groupe de patients, vous leur proposez du sport et vous dosez à l'instant 0 ce que vous avez dans les hormones et à l'instant 6 mois plus tard ce que ça a donné. Et vous faites un groupe où il n'y a pas, de façon très simple, si vous avez un cancer du sein, si vous ne faites pas de sport, vous augmentez tout estrogène, insuline. Si vous faites du sport, vous baissez tout insuline, estrogène. Il faut mieux baisser les facteurs qui accélèrent votre maladie. Sur le plan psychique, on sait qu'on a plein d'essais qui reprouvent des choses simples. Vous changez la fatigue, c'est 1/3 de fatigue en moins, et vous améliorez la qualité de vie sur tous ces paramètres. C'est-à-dire quand vous reprenez n'importe quel paramètre qui évalue la qualité de vie en psycho-oncologie, vous changez toutes ces données. Donc si on vous dit faites pas de sport, bah, ça veut dire qu'on vous veut fatigué, désuni socialement et inexistant. Est-ce qu'il y a des études croisées avec... Alors, sur cet aspect prise de conscience avec les psychologues, les études sont basées, il y a vraiment 2 groupes d'essais sur le plan scientifique. Il y a les essais survie, qui sont là vraiment, il n'y a vraiment pas de psychologie. Et puis il y a les essais fatigue, qualité de vie, qui sont complètement dirigés par les psycho-oncologues et qui vraiment retrouvent que quel que soit le paramètre de qualité de vie en psycho-oncologie que vous étudiez, il y a un avantage évident de l'activité physique régulière. Et là, par contre, c'est très solide. C'est vraiment quelque chose d'évident. Pour aller encore un cran plus loin, si vous n'avez pas d'activité physique qui vous ont proposé par vos centres de cancérologie, ça veut dire que vous avez une perte de chance de guérison et de qualité de vie.